On en parle. Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream en digital, derrière leur écran et bonjour pour ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure. On va aborder donc cette nouvelle plénière, comme vous l'avez constaté. Elle s'enchaîne, mais elle ne se ressemble pas. En attendant le programme, je me dois de vous rappeler ce que je dis depuis ce matin. Je vous parle de ce sondage pour lequel on aimerait que vous participiez. Alors, soit sur l'application du sommet de l'inclusion économique, sur la page d'accueil, vous avez un onglet qui s'appelle « Sondage » et dans lesquels vous sont posées 4 questions auxquelles vous pouvez répondre de manière très simple, très rapide. Et puis, si vous nous suivez en digital, ce même sondage vous est posé via l'onglet qui s'appelle sondage. Alors, au programme de cette plénière, donc on va s'intéresser à la spécificité de nos territoires et celui qui va mener les débats, le voici, le voilà, c'est mon confrère Gilbert Azoulay. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Aïda. Alors Gilbert, pour vous lancer, c'est vrai que cette idée des territoires, en clair, ça veut dire comment on fait pour inclure des jeunes qui sont de Seine-Saint-Denis, mais aussi ceux de Saint-Gaudens, ceux de la Bourboule, ceux d'Échirolles, en clair, tous ceux de nos territoires. À vous de jouer, vous avez jusqu'à 17h15. 17h15, pas une minute de plus, je l'ai compris. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a plusieurs niveaux quand on parle d'inclusion. On a parlé tout à l'heure du top management, du middle management. On parlera tout à l'heure de l'inclusion avec les grandes écoles. Et là, on va parler des territoires, évidemment, des ambitions qui doivent être partagées à tous les niveaux du territoire, au niveau des entreprises, au niveau des collectivités locales. Bref, tout cela mérite réflexion. Et nous allons réfléchir avec Rohan Gouge, le directeur inclusion de chez Korian, qui vient nous rejoindre. Mathilde Goffard, vice-présidente de FedEx France. Bernard de la Portalière, directeur des ressources humaines chez Verlingue. On peut les applaudir. Merci Aïda. Jean Charouin, qui est directeur général de l'ESCA. Où est Jean? Jean Charouin, il est là, Jean, ok. Othman Nasrou, qui est vice-président. Alors, il a un titre, ce Othman, je vais vous le dire. Je prends mon élan. Vice-président chargé de la jeunesse, de la promesse républicaine. Aïda, est-ce que tu es là pour m'aider? De l'orientation, de l'insertion professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a eu un souci, d'accord. Alors, personne ne me l'a dit. C'est tant pis pour moi. Et Florence Cové, directrice des ressources humaines, membre du COMEX de Sanofi. Asseyez-vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bon, j'ai l'impression que je ne suis pas très fort. Alors, j'avais prévu justement ma première question pour Othman. Donc, ce sera pour vous. Les entreprises, on l'a compris, ont un rôle décisif. Les collectivités locales, on aurait posé la question volontiers à la région Île-de-France. Mais les entreprises, elles, ont aussi pleinement leur rôle puisqu'elles sont implantées, bien entendu, sur les territoires. Et plus elles sont grandes, plus elles sont implantées. Rohan Gouge, vous remplacez la DG du groupe, hein, Sophie Boissard. Et avec vous, nous allons voir comment justement une entreprise intègre cette notion d'inclusion. Alors Korian est implanté sur tout le territoire, donc par construction, vous pouvez être un acteur de cette inclusion. Oui, bonjour à tous. Alors en effet, comme vous le rappelez, nous sommes implantés nationalement et même internationalement. Sur le territoire français, nous avons 400 établissements, maisons de retraite, cliniques notamment. Et nos besoins en personnel répondent en fait aux besoins aussi des territoires et des bassins de vie, des bassins d'emploi. Donc de manière assez logique et structurelle, nous nous sommes depuis de nombreuses années portés à mailler le territoire, notamment avec les prescripteurs de l'emploi. Dès 2017, nous avons mené un partenariat avec les missions locales bien connues, de telle façon à ce que les jeunes qu'ils accompagnent puissent connaître nos métiers. On a ensuite élaboré un autre partenariat avec les écoles de la deuxième chance, des acteurs que chaque acteur de l'inclusion connaît bien. En fait, nous essayons de développer un maximum l'apprentissage sur nos métiers
Et pour On en parlera tout à l'heure sur l'approche que vous avez développée, puisque l'alternance est évidemment le cœur de votre c'est approche. un gros levier. Ouais. Juste un mot, c'est-à-dire que quand on pense inclusion sur les territoires, quand on est une entreprise comme Korian, évidemment, on voit le territoire, on cherche les acteurs, c'est parce qu'on parlait de bonnes pratiques tout à l'heure, il est notre intervenant d'avant. Parmi les conseils, c'est évidemment de s'appuyer sur celles et ceux qui font l'action autour de l'emploi sur les territoires. Mais exactement. En fait, c'est vraiment d'aller chercher l'acteur de proximité, de le mettre en relation avec le directeur de l'établissement, qu'il habite à La Bourboule ou en Seine-Saint-Denis par exemple, et que ceux-ci apprennent à se connaître, car c'est de cela que va naître la synergie. C'est très dépendant en fait des personnes, clairement, cette inclusion. Donc nous, en centrale, nous donnons un cadre, nous menons des politiques. Après, c'est au territoire, c'est aux acteurs locaux de le faire vivre. Mais en tout cas, on voit bien que le top-down, ça ne marche pas. Une ambition est partagée au niveau du sommet et doit être diffusée au niveau du terrain. Et c'est ça que vous mettez en avant. Et combien d'implantations pour Korian en France ? Environ 400. Oui, donc ça donne un vrai maillage territorial, si clairement. Je puis dire. Mathilde Goffard, donc vice-présidente de FedEx, une double approche avec vous. Alors quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez, chez nous, il y a du global et du local. Racontez-nous un peu votre approche. Alors absolument, et je pense que je vais remettre un tout petit peu de contexte. Donc FedEx, on est une entreprise mondiale, on est présent dans 220 pays et ce que l'on prône, c'est l'égalité des possibles. Et à travers cette égalité des possibles, on a traduit notre ambition dans une stratégie qu'on a nommée diversité, équité et inclusion. Donc cette stratégie, elle va être globale et elle va venir en soutien d'actions beaucoup plus locales qu'on va exercer dans les pays. Si je regarde en France, on a 10 000 collaborateurs répartis en France, on est présent dans 82 départements et on va donc, et à travers quelques exemples que je vais vous donner, nous appuyer sur ce découpage territorial pour appuyer nos démarches d'inclusion économique. Je vais prendre quelques exemples. On a, au sein de l'entreprise, mis en place des réseaux. On en a 2, par exemple, en France. Un premier qui sont un réseau de correspondants handicap. Ces salariés sont des salariés bénévoles qui sont issus de toutes les fonctions de l'entreprise, qui sont sur des sites répartis sur tout le territoire et qui vont donc, à travers leurs actions de bénévolat, qu'ils font en plus de leur travail dans l'entreprise, favoriser la communication au sein de leurs fonctions, avec leurs collègues, mais également ils vont devenir des interlocuteurs privilégiés pour les collaborateurs en situation de handicap, de façon à ce qu'ils ne se tournent pas systématiquement vers les fonctions traditionnelles type RH ou HSE. On a également un réseau de correspondants qu'on appelle nos alliés, qu'on va former de façon plus générale aux questions de la diversité, le genre, la religion, le handicap, de façon toujours à maintenir ce rôle sur la communication. Et puis, on ne peut pas parler, je pense, d'ancrage territorial sans parler d'emploi. Et là encore, on a différentes initiatives de façon à ce que nos collaborateurs soient le reflet du territoire sur lequel se trouve notre site et du coup soit le reflet de la société que nous servons au quotidien. 50 nationalités sur le hub de Roissy. Alors sur le hub, 42, ouais. 42 précisément. Pardonnez-moi, je n'ai pas été précis. 70 effectivement en France. Ouais. Et le hub de Roissy qui est un très bon exemple. Ah oui. Sur ce hub de Roissy où on a presque 3500 collaborateurs, si j'arrondis les chiffres, on aura 30% de nos collaborateurs issus de la Seine-Saint-Denis, 30% de l'Oise et le dernier tiers du Val d'Oise. Moi, j'aime assez cette notion d'inclusion locale. Ça rapproche un peu du terrain. Les territoires, souvent, c'est un concept. Les territoires, c'est très à la mode. Là, on parle très précisément de sujets qui sont essentiels. Allez, on continue notre petit premier tour de table. Bernard de la Portalière, je rappelle que vous êtes DRH de chez Verlingue, qui fait courtier en assurance. Quand j'ai dit ça, c'est à peu près ça. Bonjour à tous et à tous, c'est pas mal. Donc, une société d'origine bretonne. Voilà, donc Verlingue fait du courtage en assurance et en gestion de frais de santé de collaborateurs. Certains DRH peut-être connaissent Génération dans la salle. Ce que vous venez de dire est très important. On est un groupe familial très implanté dans les territoires depuis longtemps. On est en train de passer une génération actuellement familiale en termes de direction d'entreprise.
Et donc je dirais que par rapport à ce sujet, c'est assez natif chez nous. L'entreprise, on considère vraiment qu'on a un impact dans notre environnement et qu'il est fondamental qu'on vive avec notre environnement, qu'on l'aide à se développer. Vous parlez d'alignement, vous. Il n'y a pas de possibilité de développement sans alignement avec son écosystème. Voilà. C'est un peu pareil pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est ce que vous avez pointé quand vraiment du doigt. Exactement. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'être vraiment aligné et donc de s'adapter dans nos territoires. On est implanté en France et en Europe pour trouver à chaque fois les meilleures solutions. Et l'alignement, ça passe par, j'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure, ça passe vraiment par une vision des dirigeants, pour moi, qui est importante, qui n'est pas simplement de faire de l'inclusion pour faire de l'inclusion, mais d'avoir une vraie volonté, une vraie conviction que l'inclusion donne de la richesse à l'entreprise. Et donc, on doit trouver les partenaires en permanence sur nos sites et en permanence au sein de nos entreprises, faire changer nos façons de travailler. Parce que je crois plus fondamentalement que une des solutions, c'est changer nos façons de travailler et voir les compétences et les talents de chacun, plus que là d'où on vient et qui on est. Juste pour être très concret, quand le top management, le PDG, ou le DG, le CEO, whatever, décide l'inclusion sera au cœur de notre approche RH, est-ce que les managers, eux, seront évalués à la lueur de leur capacité justement à ouvrir ce recrutement? En tout cas, il y a des choses qui sont difficiles d'évaluer, mais en tout cas, on va rentrer dans la façon de suivre nos managers et d'évaluer et de former nos managers ce thème-là. Et je dirais que là, pour le coup, il y a un gros enjeu d'exemplarité de chacun sur ce sujet. Donc c'est vraiment cet alignement qu'il faut retrouver. Et si on est aligné au sein de l'entreprise et aligné dans le territoire, on a des résultats qui sont exceptionnels. Moi, j'aime bien citer un exemple dans une entreprise qui n'existe pas, mais qu'un DG m'interdisait d'embaucher des gens moins de bac plus 3 et moins de bac plus 4. Je me suis fait convoquer un jour pour dire qui sont ces deux personnes qui n'ont pas le bac. C'était Tioufik et Sonia, qui étaient les meilleurs commerciaux de la boîte et qui étaient issus totalement de la diversité, de parcours complètement atypiques. Donc on peut faire des choses exceptionnelles si on le décide. Je crois que l'enjeu, c'est d'être très résilient, avoir une grande volonté. Et c'est honnêtement tellement plus marrant de travailler comme ça oui, c'est ça. C'est vrai que c'est en plus très sympa. Puis c'était à l'image de la société. En plus, vous le voyez bien, les problématiques qui émergent au travers des 3 profils d'entreprise. On a chez FedEx, les livreurs, donc par construction, parfois des populations qui sont plus diverses, et il faut les amener vers le haut. On a chez les commerciaux, les courtiers en assurance, un besoin là aussi d'aller vers des compétences qui s'élèvent. Dans la santé aussi, besoin d'accompagner vers ces métiers. Je vous propose de continuer à tour de table pour aller encore un cran au-dessus, puisqu'on parle recherche, on parle médicaments, on parle laboratoire pharmaceutique. Chez Sanofi aussi, c'est une notion importante, ce mot inclusion. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est un mot important. Et pour Sanofi, juste en quelques mots, Sanofi, c'est 100 000 personnes dans le monde, mais c'est 25 000 en France. Et surtout, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a une implantation sur l'ensemble de la métropole extrêmement importante, au travers, vous l'avez cité, la recherche, mais pas que, parce que souvent, Sanofi, on associe à la recherche, mais il y a surtout beaucoup de sites de production. C'est prestigieux, c'est voilà, prestigieux. Merci, c'est prestigieux. Il y a des marques iconiques, c'est vrai, chez Sanofi en matière de production. Oui. Mais voilà, en matière de production, c'est quand même plus de 20 sites de production et de distribution, avec des usines qui vont aussi bien de 300 salariés jusqu'à plus de 2000. Donc ça vous laisse entrevoir le champ des possibles et des métiers. Donc on a un enjeu particulier justement par rapport à cette image de Sanofi, où aussitôt on va dire recherche, bac plus 10, voilà, alors que pas du tout. Donc ce que l'on veut en matière d'inclusion, c'est justement attirer particulièrement les jeunes, casser certaines images qu'ils peuvent avoir. On a fait d'ailleurs à cet égard-là une enquête où on voit qu'il y a beaucoup d'autocensure chez les jeunes, et particulièrement les jeunes issus des quartiers. C'est une enquête que vous aviez commandée vous-même, d'ailleurs c'est une initiative Sanofi. Ouais. Et on voit qu'il y a vraiment de l'autocensure, particulièrement chez les jeunes issus des QPV. Par rapport au secteur, la santé, par rapport aux diplômes, par rapport aux grandes entreprises. Il y a aussitôt un schéma de représentation qui fait qu'ils ne vont pas forcément oser franchir les portes. Et nous, on a décidé d'aller les chercher. Et vous nous parlez de l'initiative que vous avez menée, qui est particulièrement intéressante, mais on le voit, ces métiers aussi, certaines entreprises, certains secteurs sont victimes de leur image et de ce que transpose évidemment la population. Jean Charouin, vous représentez le monde des grandes écoles. Alors évidemment, quand on parle reproduction des élites, quand on parle diversité, on se retourne mécaniquement, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure dans la conférence d'après des grandes écoles,
les grandes écoles, justement, est-ce qu'elles ont un rôle? La réponse, elle est oui, puisque sinon vous ne seriez pas là. Mais comment on peut aller au-delà pour justement attirer tout le monde? Alors, bonsoir à toutes et à tous. En fait, dans une institution, dans une grande école de management, tout dépend de sa perspective. Il se trouve qu'à l'ESCA, qui est une école de management présente sur 6 grandes villes françaises, la couverture géographique de l'Hexagone est assez forte puisqu'on couvre à peu près 90% de la population à moins de 3 heures de route. Alors 3 heures de route, ça peut être très compliqué dans certains cas. Mais une chose est certaine, c'est que par rapport à un niveau d'exigence, et c'est là où on revient sur un point sur lequel les grandes écoles sont parfois un peu brocardées, la question, ce n'est pas de l'élitisme, c'est de faire de la qualité. Et c'est là où l'approche est un peu différente, c'est-à-dire que l'enjeu de la qualité, c'est de faire ce qu'on a dit, de bien le faire, et surtout en donnant la possibilité à tous ceux qui nous rejoignent de pouvoir développer leur potentiel, leurs compétences au cours des années. Et une école, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que vous êtes à la fois comme une entreprise, c'est-à-dire vous devez avoir de bonnes pratiques et en même temps vous devez les enseigner. Mais comme vous les enseignez, vous êtes encore regardé de façon plus attentive par ceux qui suivent vos enseignements. D'où l'importance, et pour nous ça a vraiment été quelque chose qui est vraiment très fort, c'est qu'au départ, et ça revient sur ce qui a été dit précédemment, il faut qu'il y ait une impulsion centrale au niveau du comité exécutif en lançant des grands chantiers. Alors ça a été très rapidement, il y a de ça près de 24 mois, le lancement d'une commission inclusion-diversité. Ça a été aussi un choix fort l'année dernière, c'est de dire que dorénavant, nous serions la première école de management à mettre en place une modulation des frais de scolarité en fonction des revenus des familles. C'est aussi une façon d'être très proche des territoires en favorisant de nombreuses initiatives en proximité avec les différents acteurs des territoires, que ce soit les entreprises ou éventuellement des acteurs sociaux sur les territoires. Mais vraiment, l'enjeu, c'est d'agir au plus proche du terrain en ayant une impulsion centrale. Mais une fois qu'on lance l'impulsion centrale, il faut que les acteurs du terrain s'en saisissent, d'où la notion d'impact et d'évaluation de l'impact, et pas uniquement, bien sûr, de l'impact financier. Là, on est vraiment sur des logiques d'impact de nature sociétale. On le verra tout à l'heure avec les exemples, notamment l'alternance et l'apprentissage, comment on peut évidemment dépasser cet obstacle financier qui est important. Une école de commerce, on sait combien ça coûte. C'est vrai que ça permet justement de passer au-delà. Allez, on recommence le petit tour de table. Gou, je vous ai coupé tout à l'heure quand vous aviez commencé à parler alternance, parce qu'évidemment, on met le doigt sur un dispositif qui est clé si on veut aller sur ce sujet de la territorialité et de l'inclusion économique. Alors en effet, en parlant d'alternance, pour Korian, c'est cette année 650 recrutements. L'an prochain, nous envisageons de recruter ainsi 900 alternants sur la France, sur les métiers du soin majoritairement, mais pas que. Et pour nous, c'est concrètement le fait d'aller chercher les talents de demain. Un aide-soignant, un infirmier diplômé, aujourd'hui, comme vous le savez tous, c'est extrêmement difficile et rare, en effet, sur le marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on forme nos futurs talents. Pour cela, on ne s'interdit rien. Nous venons de créer cette année notre propre CFA interne, donc le CFA des métiers du soin, qui nous permet justement de former nos futurs aides-soignants. On ambitionne d'aller sur le diplôme d'état d'infirmier dès l'an prochain. Aussi, il y a une histoire légale, si je puis dire, réglementaire. Fatalement, en fait, dans le secteur de la santé, vous avez nécessité d'avoir un diplôme d'État pour exercer. Donc, de fait, il faut que nous allions proposer les formations pour former les jeunes à nos métiers, sachant que derrière, ils auront naturellement le CDI à la clé. Donc, pour cela, comme je le disais, on ne s'interdit rien et nous sommes accompagnés à la fois par les pouvoirs publics sur des dispositifs assez riche, tel qu'un parcours sécurisé sur l'Île-de-France, qui nous a quand même permis d'accompagner une vingtaine de jeunes issus notamment du 93 vers notre CFA. Mais je tiens aussi à souligner que, comme on l'évoquait en préambule, il ne faut pas oublier les personnes naturellement habitant en zone rurale, notamment sur l'alternance. Et là, nous venons de lancer une expérimentation sur le Grand Est avec un partenaire, Galileo, qui nous permet de proposer le diplôme d'État d'aide-soignant en partie digitalisé, ce qui minimise évidemment la question de la mobilité et donc les difficultés pour les apprentis. Et c'est donc sur ce type de maillage qu'on essaye d'agir au mieux.
On le précise, hein, la loi sur la formation professionnelle permet aux entreprises d'ouvrir leur propre CFA et de s'affranchir donc de tout un tas de réglementations. Mais on le voit, c'est pas si simple, hein, puisque le diplôme d'infirmier il est encore très réglementé. Vous le faites pour l'aide-soignant, ça veut dire qu'il peut y avoir un appel d'air, si je puis dire, pour peu que la réglementation permette d'accéder à des métiers qui sont raccord avec votre secteur d'activité. Est-ce que j'ai bien compris le résumé ? Tout à fait. Merci. Mathilde, je reviens vers vous parce que les initiatives ne manquent pas hein, chez vous. Il y a le mentorat, les ambitions aussi sur l'alternance et l'apprentissage. Alors, on a effectivement, comme vous le disiez, le mentorat, ça c'est historique chez FedEx. Et nos collaborateurs ont la possibilité donc d'accompagner des jeunes de l'association Entreprendre pour apprendre, qui est une association qui permet la création d'idées en entreprise. Et à travers ces actions de mentoring, on participe ainsi avec des actions locales, hein, parce que nos mentors sont répartis sur tout le territoire, avec des jeunes sur tout le territoire, à préparer aussi le monde global de demain. Et sur l'apprentissage, on a aujourd'hui des apprentis dans notre entreprise. Et c'est d'autant plus important dans le transport express, parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre le transport express, ça existe pas. La logistique, mais pas le transport. Alors il y a la logistique, vous avez des formations en transport, mais le transport express reste encore aussi une dimension du transport. C'est pointu, non? C'est pas trop pointu, peut-être, ouais. Tout dépend du métier que vous allez exercer. C'est un métier qui est très réglementé. Par exemple, quand vous êtes sur un hub aérien à Charles de Gaulle, avec 340 rotations d'avions, il y a des règles, il y a des choses à respecter. C'est très précis, c'est très minuté. Et donc, on va, dès le mois de janvier 2022, vraiment s'atteler à développer, parce que ça fait partie d'un des slogans qu'on a dans l'entreprise, c'est on peut et on doit toujours mieux faire. Voilà, sur l'apprentissage chez FedEx, on fera des annonces dans l'année 2022 de façon à développer encore plus cet aspect de notre approche de diversité dans l'entreprise. Un petit avant-goût alors de ce qui va se passer chez FedEx. Non, mais l'avant-goût, il est très simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va faire quelque chose de très classique en entreprise. On va réellement développer l'alternance en utilisant la force de l'entreprise, qui est sa répartition sur l'entièreté du territoire. Et puis également le fait que sur notre hub de Roissy-Charles de Gaulle, on a plus de 400 postes également en cours de recrutement. Donc ça va également contribuer à pallier à certains de ces postes et à leur encadrement, on va dire. Ouais, en tout cas, chez FedEx, c'est toujours d'arriver à l'heure qui compte aussi. Donc, ce qui explique qu'on est très exigeant, parce que si on prend FedEx pour livrer un pli, évidemment, on attend qu'il arrive à l'heure promise. C'est notre métier. C'est votre métier. On parlait du film avec Tom Hanks, d'ailleurs, qui est avec le très beau film, d'ailleurs. C'est un avion qui se crache, mais ça fait une pub, je crois, dans mon souvenir, très bonne pour FedEx. On peut pas rester sur l'avion qui se crache. Mais non, mais parce que c'est ce que vous m'avez dit quand j'en ai parlé. C'est pas possible. Vous m'avez dit Gilbert, et l'avion il se crache. Oui, mais bon, c'est un pas l'essentiel. Non, effectivement. Mais on parle beaucoup de FedEx. Sur notre marque, absolument. Bernard de la Portellière. Alors, chez vous, vous portez une vision assez pragmatique et territoriale. Alors, vous êtes présent plutôt dans les grandes villes. C'est intéressant de savoir, vous, comment vous menez votre combat. Là, donc, au-delà de ce qui est dit, de tous les dispositifs qui existent, enfin, moi j'ai toujours porté une attention très forte et très pragmatique sur le sujet. C'est-à-dire que c'est comment on aligne son implantation territoriale avec son territoire. Et donc, moi j'ai toujours travaillé sur comment, dans son écosystème, on identifie des individus, des personnes, quels que soient les dispositifs. Parce que moi, une de mes conclusions après quelques années de fonctionnement, c'est que ça repose beaucoup sur des gens. Il y a une institution, mais une personne change et ça peut changer complètement le dispositif. Donc il y a un vrai investissement à faire sur le maillage territorial pour avoir une somme de dispositifs qui est très différent, qui permettent de répondre à nos besoins, à se faire connaître. Et de l'autre côté, je travaille de la même façon, et je demande à mes équipes de travailler de la même façon sur le maillage au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aligne la façon de travailler au sein de l'entreprise. Je donne un exemple. Pour tous mes postes d'entrée, les recruteurs managers chez moi ne savent pas de quelle origine et de quel programme viennent les gens. C'est-à-dire qu'on les remet tous dans un pot commun, quelles que soient leurs origines, et ils vont passer des recrutements standards à l'intérieur, que ce soit d'un dispositif particulier ou que ce soit par mes propres équipes de recrutement. Donc pour moi, c'est vraiment une des clés du succès dans le territoire, c'est-à-dire qu'il y a une politique qui doit être implantée,
vraiment poussé en termes de direction générale. Il faut être très engagé sur ce sujet-là. Mais dans le quotidien, voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et c'est une personne, plus une personne, plus une personne, qu'on a une puissance dans le territoire. Et c'est pas la même en Bretagne, c'est pas les mêmes réseaux à Toulouse, à Lyon, à chaque fois c'est spécifique parce qu'il y a des réseaux spécifiques. Il y a des, voilà, moi je suis toulousain, le réseau du rugby est extrêmement intéressant quand vous êtes à Toulouse. Voilà, donc il faut mailler ces territoires, trouver la meilleure façon de faire. Et de l'autre côté, ce qu'on se doit vis-à-vis des gens qui ont représenté l'entreprise et nos métiers, c'est que notre entreprise soit accueillante en termes de fonctionnement. Et moi, elle se base énormément sur les compétences des gens, réellement, et pas de là d'où on vient. Donc voilà. Et j'aime bien garder à la fois cette énergie et cette candeur par rapport à ça. Et en tout cas, je trouve que ça marche bien. Ça veut dire que chaque politique RH doit être locale, en fait. Est-ce que vous êtes en train de... Chaque politique doit être locale et elle est très humaine, c'est-à-dire qu'elle doit être très incarnée. C'est-à-dire qu'on va voir le pôle emploi, on va voir des missions, enfin, ça va être beaucoup du one-to-one entre des personnes et la compréhension des choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé. Il y a des programmes, il y a des façons de faire. Par contre, la relation humaine et la richesse, voilà, c'est une relation de confiance. La personne avec qui je vais travailler, elle doit avoir confiance dans les postes et la façon dont je vais traiter les collaborateurs qui sont présentés chez nous. Comme moi, je dois avoir confiance dans la personne qui est en face et qui me dit cette personne, elle est bien, ça vaut le coup que ça vaut le coup que tu la vois, même si sur CV ou même si par ses origines ou quoi que ce soit son sujet, on l'aurait peut-être éliminé pour des raisons X ou Y. Voilà. Il y a peut-être sans doute un effet générationnel, parce que les générations aussi, sa culture, évidemment, elle a une grande diversité. Florence, alors racontez-nous cette aventure que vous avez menée pour identifier les points de blocage, justement, pour réussir à cette plus grande diversité. J'allais dire que c'est les mêmes recettes et notamment les relations humaines. Ce qui a compté pour nous, partant du constat, et particulièrement en plus suite à la crise sanitaire où on sait que les jeunes ont été particulièrement touchés, Sanofi, qui de longue date était engagé dans l'alternance, s'est dit il faut aller encore plus loin. Et ça veut dire essayer d'aller là où justement les jeunes d'eux-mêmes ne vont pas forcément se diriger vers une entreprise comme Sanofi. Ça, c'est le sondage qui nous l'a appris, mais intuitivement, on le voyait bien dans nos recrutements. Donc on a décidé de mettre en place une opération qu'on a appelée Place d'avenir, qui a consisté à aller vraiment au cœur des quartiers prioritaires de la ville, dans 7 villes en France, où on a des implantations à proximité. Et grâce aux acteurs locaux, parce que ça ne peut marcher que si effectivement vous impliquez les collectivités locales, les acteurs de l'emploi, les missions locales, et puis notre partenaire Mosaïque, qui était extrêmement précieux et qui l'est encore au quotidien avec nous, on est allé s'installer pour une journée dans les villes, avec, alors c'était tout un barnum, hein. On était avec toutes les couleurs de Sanofi. C'était très surprenant pour les jeunes, pour leurs familles, qui sont venus à notre rencontre. Alors bien entendu, les acteurs locaux avaient aussi fait ce qu'il faut dans les jours qui précèdent pour faire connaître cette initiative. Et concrètement, ça a consisté à recevoir les jeunes, faire des entretiens en direct, faire du coaching également pour les aider, tout simplement sur le CV, pour savoir se présenter, et immédiatement leur faire des offres. C'est peut-être aussi ce qui a retenu particulièrement leur attention, c'est que pour un grand nombre d'entre eux, le soir même, on était en capacité de leur faire une offre en alternance. J'ai oublié de le dire, mais on a plus de 1700 jeunes en alternance et puis 500 stagiaires. Et donc cette offre, elle a été possible par l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés et puis en interne aussi, parce que pour que ça marche, il faut aussi, et ça a été une grande fierté pour l'ensemble des collaborateurs de Sanofi, de pouvoir contribuer à cette opération, managers, RH, salariés eux-mêmes issus de la diversité. Je pense que c'est important aussi pour pouvoir encore mieux incarner cette volonté. Et là, on a pu recruter un grand nombre de jeunes issus de ces quartiers. Moi, j'aimerais savoir, quand on identifie, comme vous l'avez fait, les points de blocage, en fait, ce plafond de verre dont on parle depuis le début de cette journée, au fond, est-ce que ça porte ses fruits? Parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est implanté depuis longtemps sur les territoires, on est connu, reconnu, l'écosystème, eh bien, c'est des salariés qui diffusent aussi, et pourtant, il y a toujours ce plafond de verre. Est-ce que vous avez progressé là-dessus? Oui, on a progressé indéniablement. Alors moi j'ai l'habitude de dire qu'en la matière, on a plus vite fait de faire 2 pas en arrière qu'un pas en avant. Donc il faut rien lâcher. Et j'espère qu'à un moment donné, on aura franchi ce cap-là. Mais c'est vrai que ça porte ses fruits. Si je reviens à cette opération, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y avait des jeunes qui recherchaient une alternance, mais ils sont même venus des fois avec le petit frère, la petite sœur, etc. Donc ça crée pour les générations qui viennent aussi l'envie d'aller plus loin. Mais effectivement, on a des résultats.
Et chaque année, on va progresser. Ce qui est important aussi en la matière, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se donne aussi une ambition. Hein. On parle beaucoup de KPI en entreprise, mais c'est aussi comme ça qu'on peut mobiliser et qu'on avance petit à petit. Ça se mesure, hein, tout ça. C'est vrai qu'il y a les incantations, la volonté, l'ambition parfois, mais elle doit se quantifier et évidemment c'est ce que vous faites. Sachant que dans la matrice évidemment de l'inclusion, il y a évidemment le territoire et aussi le niveau. Parfois pour accéder à ces niveaux bac plus 4, 5, parfois c'est compliqué, donc il y a aussi peut-être aussi un regard à apporter sur l'accès à ces formations. Mais je vous reprends parce qu'on recrute dès le bac plus 2. Mais je sais, et je sais très bien, mais j'imagine que vous ne recrutez pas que des bac plus 2. Exactement, ce que vous dites. en plus. Mais justement, Jean Charouin, alors tout à l'heure vous avez entendu ce qu'ont dit les intervenants sur l'alternance et l'apprentissage. J'imagine que pour les grandes écoles, c'est le dispositif pour favoriser cette inclusion. Alors, c'est un dispositif, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que pour intégrer une grande école, il y a aussi tout un ensemble de barrières qu'il faut lever psychologiquement. On sait qu'une grande école, comme on le dit, pour certaines personnes, c'est inaccessible ou considéré comme inaccessible parce que ça ne se fait pas dans son environnement. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est vraiment un élément qui a été mis au cœur de notre développement, c'est que chacun de nos campus développe son propre projet d'établissement et initie des partenariats, tels que par exemple notre campus d'Aix avec les apprentis d'Auteuil pour les quartiers nord de Marseille. Et là, on ne parle pas justement de bac plus 2, on parle directement de bac, voire juste avant le bac, pour accompagner des jeunes qui ont plein de vitalité, plein d'énergie, mais qui n'ont pas encore le bon décryptage pour entrer dans l'enseignement supérieur. Et ça, on les accompagne avec les apprentis d'Auteuil. Mais c'est également, ce sont des initiatives telles que notre campus de Bordeaux avec l'Académie de Limoges pour lancer des cordées de la réussite. Et à chaque fois, les territoires doivent se saisir de toutes ces initiatives pour donner envie d'aller plus loin et puis permettre à de nombreuses personnes d'aller au-delà. Mais je dirais même plus loin, encore plus loin que ça, c'est que dans le cadre des 18 mois que nous avons passés avec ces confinements, se sont développés par exemple beaucoup aussi de visioconférences. Et alors on avait des webinaires au départ qui se déroulaient d'informations de la direction générale et du COMEX sur ce qui se passait pour tenir informés les collaborateurs régulièrement informés de l'évolution du groupe. Et tout en ayant finalement une taille proche plutôt d'une PME ou d'une ETI, on a commencé à changer l'initiative. Et ces initiatives, elles sont venues même au niveau de la direction de la communication pour dire, dorénavant, on ne peut pas se limiter à s'adresser uniquement en français. Il faut que les diapositives, les diaporamas soient rédigés aussi parfois en anglais parce qu'on a des enseignants-chercheurs sur nos différents territoires qui ne parlent pas forcément le français. Que aussi, il faut penser au langage des signes. Tout simplement parce qu'on a des collaborateurs qui, lorsqu'ils voient une visioconférence, un webinaire avec une personne qui parle, certes avec des diapositives en anglais, pour peu que la personne soit en plus francophone et pas anglophone, mais qu'elle ne comprenne même pas les propos de la personne qui s'adresse à eux, eh bien, justement, tout ça, ce sont des évolutions à la fois initiées au central, mais avec aussi beaucoup d'initiatives laissées aux acteurs dans les différentes directions du groupe. Alors, juste, je fais appel à votre parcours parce que vous avez dirigé de nombreuses écoles de commerce, vous avez contribué à des commissions d'évaluation, donc vous connaissez bien le système. C'est vrai que les écoles ont aussi cette capacité à aller chercher. Je pense à votre bachelor à Cholet. Quand vous étiez à Dancia, vous étiez présent à Saint-Nazaire. Quand vous étiez à l'Hydrac, vous étiez présent sur plein d'écoles, plein de territoires. Pardonnez-moi. Ça veut dire que les écoles ont aussi cette vocation à créer parfois des formations qui permettent de créer un appel d'air. C'est ça aussi peut-être le rôle des grandes écoles. De toute façon, on ne peut pas gagner la bataille de l'inclusion en ne jouant pas avec les acteurs des territoires. C'est pas possible. On peut dire on fait ça au niveau central, depuis Paris, pourquoi pas, ou depuis une capitale ou une grande métropole régionale, mais in fine, la bataille sera gagnée parce que les acteurs économiques et sociaux des territoires sont des parties prenantes de l'établissement. Donc évidemment, il faut aller à leur rencontre, répondre à leurs attentes en termes de professionnalisation. L'alternance sous forme de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage peut y répondre, mais ce n'est pas justement le seul élément qui permet de l'atteindre. Je pensais, pardonnez-moi, je peux parler d'une autre école, je pensais à Neoma qui avait signé un partenariat avec Ferrero, vous connaissez l'agroalimentaire, à Rouen, et qui permettait de sélectionner une vingtaine de jeunes quand même pour le bachelor, et qui permettait évidemment d'être aspiré vers le programme grande école,
ici ou ailleurs ou vers l'université. Ce sont des initiatives que prennent les entreprises. Moi, j'aimerais, pour conclure notre conférence, qu'on parle marque employeur. On refait notre tour de table et on recommence par vous, Rohan. La marque employeur, elle doit maintenant se dessiner à la lumière de l'inclusion, ou c'est un élément parmi d'autres? Non, vous avez raison. La marque employeur doit se dessiner à la lumière de l'inclusion. Pour nous, en fait, l'inclusion, c'est devenu un marqueur, concrètement aussi en termes d'attractivité, tant vis-à-vis des personnes qui sont éloignées de l'emploi que des jeunes diplômés. Donc c'est très très important que de montrer que nous sommes une société inclusive pour essayer d'attirer les talents. Oui. Vous avez déjà des slogans? Vous avez déjà... Pas encore, c'est ouvert. C'est ouvert, d'accord. Donc les créatifs sont appelés évidemment. Mathilde, c'est aussi pour vous. Cette question, c'est vrai que la marque employeur, c'est la stratégie RH pour le recrutement. Comment elle est impactée pour vous? Alors, aujourd'hui, on communique sur les phénomènes de la diversité, de l'équité et l'inclusion. Mais chez FedEx, nos démarches, elles ont commencé il y a très très longtemps. Hein. La philosophie de l'entreprise qui a été créée par Fred Smith, qui est toujours à la tête de l'entreprise aujourd'hui, c'est une roue qui est people, service, profit. Donc c'est vraiment plus on investit sur nos people, plus on les garde dans l'entreprise, ils travailleront mieux, si je simplifie, hein, et ils rendront du profit à l'entreprise qui pourra réinvestir en ces people. Et dans notre marque employeur et dans ce qu'on explique dans des forums, c'est que quand on rentre chez FedEx, parce qu'on adhère à nos valeurs, on y est engagé, on peut y rentrer sans diplôme également. La plupart de nos collaborateurs, et si je reprends l'exemple de notre hub, vont permettre d'avoir cette promotion interne. Sans diplôme, vous pouvez devenir cadre chez FedEx, vous pouvez devenir cadre dirigeant. Et donc le slogan qui n'est pas le mien d'ailleurs, et je tiens vraiment à le dire, mais qui est celui de notre chairman de Fred Smith, c'est on peut et on doit toujours mieux faire. Et c'est réellement dans ce slogan qu'on continue à s'inscrire et où maintenant, par contre, ce qui est nécessaire pour FedEx, c'est effectivement de communiquer sur toutes nos initiatives, mais qui ne sont pas nouvelles. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire on peut rentrer chez nous sans diplôme. Le diplôme a toujours été un marqueur, voire un élément de discrimination. Absolument. C'est peut-être aussi ça. Et chez FedEx, on a certains collaborateurs rentrent avec un diplôme sur certains métiers, mais tous les métiers qu'on recrute, par exemple, à nos 400 postes sur le hub, sont des métiers où on va rechercher des collaborateurs sans diplôme, et on a récemment participé au meet-up organisé par la Fondation Mosaïque, où on a recruté 24 jeunes issus de la diversité pour rejoindre nos équipes, absolument. On rappelle, mais tout le monde le sait, j'imagine, c'est qu'on peut rentrer sans diplôme et finir ingénieur. Alors ça demande un peu d'engagement, quand on rentre dans une entreprise sans diplôme et qu'on fait ça au forceps par la formation continue, mais c'est possible. Et c'est peut-être aussi un élément d'optimisme pour la suite. Oui, c'est tout à fait possible, et ça conclura juste quelques chiffres. Par exemple, sur le hub, il y a 3500 collaborateurs, comme je vous le disais, on a 73 managers, 69 sont issus de la promotion interne, donc sont rentrés sans diplôme, et sur le niveau d'en dessous, qui sont des team leaders, qui est notre premier niveau de cadre, nos 70 team leaders sont issus de la promotion interne, donc ont vraiment été formés par FedEx à notre métier et ont acquis leurs compétences managériales grâce à l'école FedEx, absolument. La promotion interne, oui, c'est un élément clé. On parlait alternance, on parlait tous les dispositifs qui sont évidemment les initiatives, l'alternance, l'apprentissage, la promotion interne. On le voit bien, ce sont des éléments qui permettent de favoriser cette inclusion qu'on appelle tous de nos voeux. Bernard, je vous appelle Bernard maintenant, on est devenus amis au bout d'une demi-heure ensemble. Alors justement, la marque employeur, est-ce qu'elle est justement employée, elle est impactée, pardonnez-moi, la marque employeur est-elle impactée dans votre stratégie aussi? Alors, elle est à la fois par nature, mais ce n'est pas forcément le point d'entrée. Nous accompagnons nos clients sur tous les territoires. Nos clients sont très divers, sont très différents de tout secteur, de toute taille. Et donc, notre enjeu pour nos collaborateurs et notre marque employeur porte le fait qu'on va mettre au profit de nos clients les meilleures compétences possibles en interne. Et donc, je dirais par structure, on cherche à accompagner nos clients avec tous les profils possibles. Donc c'est ça notre clé d'entrée. Et on est convaincu, et c'est aussi l'apanage d'une boîte familiale, une boîte familiale qui est à sa 4e génération, qui compte être encore là dans très longtemps. C'est vraiment cette richesse qui est mise point par point qui fait notre valeur. Et après, moi j'ai une habitude assez forte, je pense que tout doit effectivement se mesurer. Et
Et le succès de cette politique et de tout ce qu'on cherche à faire, c'est finalement nos collaborateurs qui doivent nous le dire. Si vraiment on est une entreprise inclusive, moi je ne me le décrète pas en tant que tel, j'essaie de tout faire pour le faire. Et moi ce que je souhaite, c'est que nos collaborateurs, année après année, nous disent oui. Vous avez un baromètre social, j'imagine. On a un baromètre social, on travaille, on se professionnalise comme tout le monde sur ces sujets-là. Mais je crois que l'important, c'est que nos collaborateurs le démontrent vis-à-vis de nos clients, que ça a du sens et que ça a de la richesse, et nous le disent, et nous disent ce qui va et ce qui ne va pas. En tout cas, l'entreprise familiale que vous présentez, ce que vous disiez Mathilde, c'est quand il y a un ADN quasiment qui part d'en haut du créateur, sur cette notion d'inclusion, ça marche mieux parfois que quand ce sont simplement des fonds de pension. Je ne critique personne, hein, notez bien. Florence, à vous aussi un dernier tour. Aïda me regarde, j'ai encore 7 minutes, 8 minutes, c'est ça, ouais. 5 minutes alors. Florence, la marque employeur de Sanofi aujourd'hui, elle ressemble à quoi alors? Elle ressemblerait à quoi à la lueur de tout ce qu'on s'est dit? À la lueur de tout ce que vous avez dit, et c'est déjà le cas, bien entendu, c'est cette inclusion qui est vraiment une richesse pour l'entreprise. Ça s'inscrit, bien entendu, dans nos volontés d'attirer, de fidéliser, puis après de faire beaucoup de promotions internes. Hein. On a plus de 65% de nos postes qui sont pourvus par l'interne. Mais je vais revenir sur un autre point qui concerne à nouveau nos jeunes, parce que l'inclusion, évidemment, sur nos jeunes, c'est de qu'ils viennent pourvoir nos postes en alternance. Mais la marque employeur, elle va plus loin que ça. Elle va aussi aider les jeunes qu'on n'aura pas, on ne va pas pouvoir tous les recruter, hein, on n'a pas autant de besoins, c'est de les accompagner aussi dans leur recherche après dans notre écosystème santé. Je m'explique très rapidement. On va, de ce point de vue, tout au long de leur apprentissage, je reviens sur l'apprentissage, mais ça incarne bien notre volonté d'inclusion. Et ce qu'incarne notre marque employeur, on va les former. On va les former pour qu'ils acquièrent des certifications, notamment ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être. Alors, on est avec l'ESCA, en général, dans des écoles comme ça, il y a déjà toutes les formations, mais on sait bien qu'il y a d'autres formations plus académiques, universitaires, où vous n'allez pas forcément acquérir ce type de compétences qui sont essentielles pour la suite. Et donc, nous, on va s'attacher à les former, et ensuite, encore une fois, pour les quelques alternants qu'on ne va pas pouvoir recruter, il y en a quand même un certain nombre, parce que 1700, on ne recrute pas 1700 par an quand même. Donc on va les mettre en relation avec tous les acteurs de la santé, plus de 150 entreprises qui travaillent avec nous pour continuer l'aventure. Donc la marque employeur, effectivement, c'est attirer, fidéliser, mais aussi être dans l'ensemble de l'écosystème. Accompagner et aider, évidemment, et ça fait partie d'une grande entreprise comme Sanofi. Pour conclure, Jean Charouin, alors, marque employeur pour une école de commerce, c'est un peu particulier parce que vous recrutez, mais ce n'est pas les chiffres de Sanofi, évidemment. Mais moi, je suis intéressé par un sujet. Vous savez, il y a le manifeste qui avait été publié par les élèves des grandes écoles qui exigeait des entreprises de tous les acteurs d'économie un impact. Est-ce que chez les jeunes, chez vous, qui sont dans les grandes écoles, cette notion d'impact, elle se lie aussi à l'allure de l'inclusion, selon vous? Ah, mais évidemment, de toute façon, nos étudiants sont de plus en plus friands des enjeux sociétaux, alors qu'ils soient de nature environnementale, mais également de nature sociétale. Et in fine, ça nous a conduit aussi à percevoir notre école, mais je pense que beaucoup d'organisations devraient se percevoir de cette façon-là pour favoriser ces logiques d'inclusion, de diversité. C'est de moins en moins se considérer comme des entités juridiques cloisonnées avec des frontières plus ou moins bien établis et de plus en plus se considérer comme des écosystèmes. Parce que ces écosystèmes, c'est ce qui va permettre justement l'adjonction de nouvelles compétences, mais aussi permettre à des personnes en interne d'aller faire autre chose. Et c'est cette agilité, mais qui n'est pas l'agilité au sens où on l'entend habituellement, qui est sous forme de réactivité, c'est cette agilité organisationnelle à accepter qu'il va falloir aller sur des frontières beaucoup plus fluides, qui favorise l'arrivée de compétences très diverses, de profils très divers, et en même temps donner la possibilité à ceux qui sont en interne d'exprimer leur potentiel, toute leur force, leur créativité sur des projets qui sont parfois à la frontière de l'organisation. Pas mal, donc voilà, on est juste dans les temps. C'est parfait, hein? Non, tu m'as lancé des gros yeux et je me suis dit je cède la place. Voilà. Merci Aïda. Merci beaucoup. Merci. Si on pouvait vous ouvrir le micro, c'est parfait. Merci à tous. Je vais vous engager, s'il vous plaît, à sortir de ce côté de manière à passer devant le pacte de l'inclusion économique. On demande à chacune une petite signature
qui symbolise donc votre engagement en faveur de davantage d'inclusion économique. Merci beaucoup. Et on va poursuivre la réflexion dans un instant avec notre prochaine keynote, le temps du jingle. Et on se retrouve dans quelques secondes. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur diversifiervostalents.com, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Place donc à notre première keynote de cette plénière, toujours concernant les territoires dont on a parlé en long, en large, en travers lors de cette plénière. Alors, on a coutume de parler des jeunes, entre guillemets, en oubliant parfois que ces jeunes ne sont pas une espèce de masse informe, mais qu'ils sont tous différents, en fait. Et pour en parler avec nous, je vais demander à Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, de nous rejoindre sur scène avec un petit accueil, s'il vous plaît, digne de ce nom. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous pour ce premier sommet de l'inclusion économique. Alors ma question est, pour vous lancer, vous pouvez soit vous mettre au pupitre, soit choisir un micro, soit vous tenir debout, enfin c'est vous qui voyez. La question est, comment inclure tous ces talents dont on parle, tous ces jeunes entre guillemets qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous la même attente, être reconnus à leur juste valeur. C'est à vous. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Normalement, ça en marche. On va peut-être vous allumer le micro. Ça aide. Ça peut aider. Ça va aider. On essaye encore? C'est bon, ça marche. Si, ça marche. Ça marche? Oui. Collez-le bien sous le menton et tout va bien. Je crois qu'Amélie de Montchalin va arriver dans quelques minutes. Donc, absolument. Comme c'est un ministre, je suis très respectueux. Donc j'ai, on va dire, 5 à 6 minutes pour vous dire à quel point le sexe économiste, puisque je représente ici le sexe économiste, est attaché à une grande aventure française qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons un nombre incroyable de jeunes qui aujourd'hui sont baptisés les NEETs, je vais revenir dans un instant sur cette définition, et qui n'ont pas de perspective aujourd'hui. Un pays comme le nôtre se trouve dans la situation insensée d'avoir en réalité 1,5 million de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas ni perspective d'emploi ni perspective de formation. Donc, en réalité, il y a plusieurs points qu'il faut bien avoir en tête. Les économistes, ils sont très passionnés par ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire la croissance en réalité équilibrée d'un pays comme le nôtre. La terreur que nous avons tous, c'est que vous voyez à la télévision, tous les jours, on vous dit il y a un rebond, c'est formidable, on fait 6%, 7%, on a l'impression d'être en Chine. En réalité, sitôt l'effet, j'allais dire, de retour vers la normale, réalisé, si tant est que les choses se passent comme on peut le souhaiter, on se trouvera dans une situation dans laquelle la croissance potentielle, celle qui guide, celle qui crée des emplois, celle qui nous fait vivre, qui crée des richesses, est faible en France. Elle est vraisemblablement de l'ordre d'1%, mais on peut discuter pendant des heures sur ces chiffres-là. Et 1%, ça ne permet pas vraiment d'améliorer le marché de l'emploi, de permettre que les 5 à 6 millions de personnes qui sont en sous-emploi ou en non-emploi puissent retrouver une activité et se retrouver normalement. Donc vous voyez, le mot croissance potentielle, il faut que vous l'ayez en tête, c'est majeur. On a 2 difficultés dans notre pays. Il y en a une sur laquelle je ne m'étends pas. On a beaucoup de mal à utiliser notre épargne. Mais ce n'est pas le sujet. La deuxième, c'est qu'on a un problème de qualification. C'est-à-dire qu'on a un problème d'arriver à faire que les gens trouvent leur place avec l'utilisation de leur talent dans une société comme la nôtre. C'est ça le sujet majeur qui explique la faiblesse de la croissance et donc la faiblesse de la création de richesses dans le pays. Or, deuxième point, il se trouve qu'il y a au fond une perspective exceptionnelle, alors ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais il y a une perspective exceptionnelle, c'est que ce qu'on appelle ces jeunes, les NEETs, qui représentent, et je vais venir un instant pour vous ayez les ordres de grandeur, mais plus d'1 million de personnes, qui aujourd'hui n'ont pas de place dans la société, sont vraisemblablement le moyen d'augmenter de manière très significative les capacités de croissance de notre pays. Vous voyez, donc à la fois, c'est de l'insertion, c'est la raison pour laquelle on est réunis tous aujourd'hui, et à la fois, c'est de la richesse, ce qui
est aussi la deuxième raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, quelques chiffres que vous les ayez en tête. Les NEETs, ce qu'on appelle les NEETs, c'est donc ces jeunes qui, alors quand on dit jeunes, ça va, disons, de 18 à un peu moins de 30 ans. Ces jeunes ne sont pas en formation et ne sont pas en réalité en emploi ou en recherche d'emploi. Il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce terme-là. Ils sont 1,5 million de jeunes. Il n'y a pas un pays au monde riche comme le nôtre qui a cette absurdité qui fait qu'1,5 million de jeunes qui, pour un grand nombre, ont en réalité des qualifications. Donc on retrouve un peu le thème de la journée, sont, pour des raisons multiples et variées, sont sortis de l'univers socialisé et donc n'ont pas de perspective. Deuxième chiffre, il faut que vous l'ayez en tête, on fait le calcul traditionnellement sur ce que représente le coût d'un jeune de cette nature, qui est un garçon ou une fille, comme vous, comme moi, enfin ils sont plus jeunes, mais pour vous aussi d'ailleurs, on voit qu'il coûte, ce mot coûter d'ailleurs est un mot un peu agressif, de l'ordre de 10 000, 12 000 euros. Si vous faites le calcul, pour 1,5 million, ça veut dire qu'il y a un peu plus de 20 milliards d'euros qui sont en réalité utilisés à cette population très importante qui, en fait, ne crée pas de richesse et ne crée pas sa propre situation. C'est ça qui compte dans la vie, c'est d'arriver au fond à se sentir bien dans la situation qu'on a. 20 milliards. 20 milliards que ça coûte. Et s'il s'avérait qu'on leur trouvait un emploi, comme ils créeraient de la richesse, c'est peut-être aussi de l'ordre de 20 milliards. Alors, évidemment, 20 milliards plus 20 milliards, c'est énorme. Donc, ce n'est pas ça qui permettrait de résoudre tous les sujets. Mais il est évident que l'ordre de grandeur de cette population, pour partie qualifiée, pour partie non qualifiée, est une des plus grosses, absurdités de la société française. Je me tourne vers le représentant du gouvernement en disant, franchement, là, il y a un beau sujet. Il faut vraiment qu'on s'y mette tous ensemble derrière Saïd. Voilà. Enfin, pas uniquement derrière lui, mais on va se bagarrer. Et donc, le sujet étant posé, c'est un coût énorme pour la société française, c'est un coût énorme pour ce que nous appelons, nous, la croissance potentielle, c'est un coût énorme pour la stabilité, l'harmonie, l'homogénéité de notre société, et donc c'est ce problème-là qu'il faut que nous résolvions. Alors, nous avons, avec Mosaïque, sous la bienveillante, le bienveillant regard de Mosaïque, nous avons, nous, le cercle des économistes, fait une note qui montre, vous vous souvenez, j'ai employé ce mot de croissance potentielle, qui montre que si l'on faisait une politique qui mettrait peut-être 10 ans à se mettre en place, tout ça met beaucoup de temps, c'est très facile de donner des indications, mais après il faut faire les choses, il est vraisemblable qu'on atteindrait quelque chose de 0,4 de croissance de plus. Je vous rappelle que la croissance potentielle en France, c'est un peu plus d'1%, mais ce n'est pas tellement plus d'1%. 0,4, c'est géant. Ça signifie qu'il est vraisemblable que c'est la potentialité de développement de notre pays qui est la plus importante. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que c'est très compliqué, parce que cette population de jeunes, qui est très diversifiée, qui n'est pas du tout homogène, en réalité, cumule très souvent cette double difficulté d'être, dans des qualifications ou sans qualification, mais des qualifications difficiles à utiliser. Et deuxième aspect, dans des quartiers ou issus de quartiers qui sont des marqueurs d'exclusion de notre société. Donc, toute politique, un gouvernement talentueux comme celui que nous avons, devrait commencer à se secouer sur ce sujet et se dire, en réalité, il y a 4-5 mesures, ça mettra des années, bien entendu que c'est compliqué de mettre en œuvre des politiques, mais qui permettraient réellement de faire évoluer les choses de manière, positive pour tout le monde. Je rappelle, pour la croissance potentielle, c'est notre richesse, pour l'insertion des jeunes, c'est-à-dire pour l'homogénéité et l'harmonie d'un pays, tout simplement pour le bonheur collectif, aussi bien financier que, de qualité de vie. Alors nous avons derrière ce chiffre de 0,4
Nous avons proposé toute une série de mesures. Je ne vais pas vous les détailler, puis on a dit qu'on se partageait le temps. Je remettrai ce document à Madame la Ministre, qui voudra bien le garder et peut-être même le transmettre. Ce serait super. Peut-être qu'on en a d'ailleurs deux, pour si jamais il y a un autre ministre qui s'intéresse, oui. Et donc, l'idée serait, des choses qui sont secondaires, et ça j'ai compris dans la discussion qu'on avait eue il y a 1 mois et demi ou 2 mois, les écoles de la seconde chance, la deuxième chance, c'est très important. Il y en a 135, peut-être qu'il en faut 1350, mais ce n'est pas ça qui résoudra le problème. Deuxième aspect, il faut se battre comme des malades. Alors j'étais très, non pas exaspéré, mais en désaccord sur l'idée que le revenu d'engagement est en fait été destiné, même si ça prend 10 ans, à uniquement la moitié de ces jeunes ou le tiers de ces jeunes. Il faut donc l'élargir à tous les jeunes qui vont s'orienter dans des associations, donc tout ce qui permet de faire fonctionner le dispositif de manière positive, c'est évidemment formidable. Et puis il y a tout le problème, toujours la même chose. Malheureusement, ça fait longtemps que je plaide sur ces sujets. Le problème du logement dans notre pays est un problème maltraité, comme ça, c'est la vie. Et on le traite de manière, j'allais dire, secondaire. On ne résoudra pas les problèmes d'emploi, ni j'allais dire, d'une manière générale, de réinsertion de gens qui ont été exclus de la société, qui sont souvent donc déjà exclus, mais par ailleurs, il se rajoute le fait qu'évidemment, ils n'ont pas d'argent, donc ils sont dans les quartiers plus difficiles. On ne résoudra pas si on ne résout pas le problème du logement. Cela étant dit, la proposition que je vous fais est de lancer une véritable politique, mais je vais le dire à Elisabeth Borne en fin de semaine, sous la haute bienveillance, autorité de Mosaïque. Je trouve que c'est la période formidable. Pourquoi ? Parce qu'il y a, et je termine juste là-dessus, il y a quelque chose comme, en tout cas moi j'ai mes chiffres, de l'ordre de 800 000 emplois non satisfaits dans notre pays, 800 000, c'est géant. Ça a toujours été le cas, enfin c'est géant. On n'a jamais eu un truc pareil. Sur ces 800 000 emplois, il y a 200 000, 300 000 emplois qui sont en réalité objets d'une qualification assez rapide. On n'a pas besoin de les prendre pendant 2 ans ou 3 ans. On prendrait peut-être même pas les 200 000 ou 300 000, mais 100 000, peut-être même 50 000. Et on commencerait à faire des formations très rapides avec derrière un logement, c'est-à-dire une capacité d'accueil des gens, et on les insère dans la vie, derrière avec l'idée qu'il y a un job à la sortie. Franchement, on lance un processus qui est un processus formidable. Et je termine au nom du Service économiste, auquel j'ai le grand plaisir d'appartenir. Je voulais remercier un mot Mosaïque, parce que je trouve que je me suis senti aujourd'hui pas plus intelligent, mais tout simplement plus humaniste que je ne l'ai pas été depuis très longtemps. Merci. C'est magnifique. Bravo, bel hommage. Un grand merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi, qui passe donc cette fameuse note à Madame la Ministre, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci d'être avec nous et d'évoquer avec nous donc ce que l'État peut faire pour inclure tous ces jeunes sur tous ces territoires d'où qu'ils viennent. Alors, merci. Merci beaucoup d'abord de votre invitation, cher Saïd, et puis chers tous d'être là. Évidemment, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que les employeurs publics sont les premiers employeurs du pays. C'est 20% de l'emploi dans notre pays qui dépend d'un employeur public, que ce soit l'État, un hôpital, une collectivité, un opérateur, une agence. C'est 5,5 millions aujourd'hui d'hommes et de femmes, partout dans notre pays, qui servent l'intérêt général. Et donc l'exemplarité, j'allais dire, encore plus grande de l'État employeur sur ce sujet-là se pose. Alors nous, pour la fonction publique, on part d'un texte à la fois très simple et en même temps très ambitieux, qui s'appelle sobrement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, son article 6, et qui rappelle que l'emploi public est ouvert de manière égale selon les seuls mérites et talents, et selon même les seules vertus et talents. Ça veut dire qu'on a un devoir, j'allais dire, moral, constitutionnel, même depuis 1789, de nous assurer que servir son pays, servir sa nation, n'est le monopole de personne, ni en termes d'origine sociale, ni en termes d'origine territoriale, ni, j'allais dire, le monopole
de ceux qui savent comment entrer dans la fonction publique, contrairement à ceux qui ne sauraient pas. Cet article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens a donné lieu à une politique dont j'aimerais vous parler, que nous avons lancée avec le président de la République à l'IRA de Nantes le 11 février dernier, qui s'appelle, pour reprendre donc le joli mot de la déclaration, le programme Talent du service public. Ce programme Talent, on en a beaucoup parlé avec Saïd, c'est, je crois, une vraie rupture dans la manière dont l'État, dont l'employeur public pense sa relation avec ceux et celles de sa jeunesse qui n'ont pas eu la chance, comme à l'époque de Balzac, de prendre leur valise, d'aller à Paris, d'aller place du Panthéon aux rue Saint-Guillaume, préparer les concours de la fonction publique dans les 2 institutions les plus prestigieuses qui, de fait, aujourd'hui, n'ont pas un monopole, mais ont, j'allais dire, une porte plus grande que les autres pour accéder notamment à nos emplois de direction et de responsabilité. Je parle de Sciences Po et de Panthéon-Assas, la Sorbonne, qui sont les 2 prépas qui aujourd'hui préparent le plus pour réussir les concours de la haute fonction publique. Nous avons pris avec le président une décision très forte, ouvrir 74 classes préparatoires au concours de la fonction publique d'encadrement, donc pour les cadres de la fonction publique, partout dans le pays, au moins 2 par région, de Tarbes à Valenciennes, de Brest à Lyon, bref, partout où notre jeunesse en vrai aujourd'hui se situe. Dans les universités, dans les villes moyennes, dans un certain nombre de lieux où, à Reims, à Dijon, à Amiens, à Lille, mais aussi voilà, dans 74 lieux, aujourd'hui, on pourrait vouloir devenir à son tour cadre de l'action publique, de l'intérêt général, dans les collectivités, dans les hôpitaux ou dans l'État. Ce programme Talent, il repose sur 4 éléments de promesses faites à des jeunes boursiers, puisque c'est un programme qui est prioritairement ouvert aux boursiers. Il dit à ces jeunes, si vous voulez servir votre pays, on va vous offrir 4 choses en échange de votre engagement à vous impliquer à fond dans cette année de préparation, qui est une année exigeante, mais on va vous offrir d'abord un tutorat. Parce que faire une classe prépa et réussir un concours, c'est apprendre ce qu'on apprend en cours, c'est aussi réussir un oral, et donc ça veut dire apprendre des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Un tuteur, pour chaque jeune. Ensuite, c'est un diplôme. Parce que dans beaucoup de milieux sociaux, quand vous dites que vous allez faire une prépa, la première chose qu'on pense, c'est que vous n'allez pas réussir le concours, et que donc vous risquez d'avoir une année blanche. Et donc vous aurez un diplôme en général, un master en administration publique. Ensuite, vous aurez 4 000 € de bourse complémentaire, parce qu'on ne peut pas préparer un concours si le soir il faut être serveur, le week-end il faut travailler dans un magasin. Et donc vous impliquez vraiment dans cette préparation en ayant les éléments matériels, un complément de bourse de 4 000 €. Et puis 4e élément, c'est un logement. Jean-Hervé Lorenzi en parlait à l'instant. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'impliquent pas dans un tel parcours, c'est que ils habitent dans un territoire rural, une petite ville un peu excentrée. Ils habitent dans un quartier politique de la ville où l'université, pour se préparer, n'est pas à côté. Et en fait, avec ces 4 éléments, un tuteur, un diplôme, un complément de bourse et un logement étudiant, eh ben, nous avons réussi à multiplier par plus de 3 le nombre d'étudiants qui, aujourd'hui, à l'université, hors de Paris, préparent les concours de la fonction publique et de la fonction publique d'encadrement, que ce soit pour devenir administrateur de l'État, administrateur territorial ou directeur d'hôpital ou d'EHPAD ou d'organisme de la sécurité sociale. C'est un immense succès qui a été bâti en très peu de mois grâce à des partenaires comme Mosaïque RH, comme l'Association des territoires aux grandes écoles, comme l'Accordé, comme tout un milieu en fait associatif qui faisait ce travail d'orientation, mais à qui il manquait les outils concrets, réels, pour dire à une partie de notre jeunesse, ça vaut le coup, tu es vraiment accompagné et tu peux aller jusqu'au bout. On a aussi pris la décision, comme on ouvrait des classes prépa, de nous assurer qu'il y avait bien des concours, des places de concours au bout de la prépa. Et donc, dans 5 écoles de la haute fonction publique, nous avons ouvert des places en plus au concours pour les étudiants des classes talents. Ça, c'est la première mesure, et je pense que c'est une mesure fondamentale qui prend au fond le problème à la racine, qui fait que quand vous avez grandi dans une petite ville rurale, quand vous n'êtes pas proche de Paris, vous pouvez vous engager. Très intéressant. J'ai été moi-même à la rencontre des étudiants à Lille, à Montpellier, à Évry, à Cergy-Pontoise, bref, là où ils sont aujourd'hui. Ces classes sont avec au moins une moitié de femmes. Là où les classes parisiennes préalablement avaient plutôt un tiers de femmes seulement, ce qui montre qu'une partie de l'autocensure ou des freins réels et matériels qui se posait doublement pour les femmes par rapport aux hommes. Deuxième mesure dont je voudrais vous parler, puisqu'il n'y a pas de fatalité sur ce sujet, il faut trouver d'abord les bons outils, avoir la volonté, trouver des partenaires,
c'est ce que nous faisons dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Vous savez que nous allons créer une DRH dédiée au cadre de l'État, la DIES, délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Et nous avons pris la décision que l'adjoint au directeur ou à la directrice, qui sera prochainement nommé, sera un peu notre, si on parle en bon français, notre Chief Diversity Officer. C'est-à-dire que nous allons mettre au cœur de cette DRH des cadres une personne dédiée à ces enjeux de mixité, de parité, de diversité. Pour moi, il y a évidemment un élément de légitimité de l'action publique. Il faut que les Français se reconnaissent dans ceux et celles qui prennent les décisions. Mais il y a aussi un enjeu d'efficacité de la décision publique. On prend une meilleure décision dans l'intérêt général si autour de la table de ceux et celles qui prennent la décision, il y a des hommes et des femmes qui ont des parcours différents, qui ont des formations différentes, qui ont des vies personnelles différentes, qui ont des origines sociales et territoriales différentes, et que donc on n'ait pas d'angle mort, qu'il n'y ait pas des personnes entre guillemets qui aient été oubliées, qu'on n'ait pas fait l'impasse sur une partie du problème ou une partie de la manière dont les Français vont recevoir cette information. Pendant la crise sanitaire, on s'est rendu compte que mettre des gens très différents autour d'une table, peut-être pas des experts au début de la question, nous aidait à être meilleurs, plus efficaces, plus compréhensibles, plus légitimes et donc plus efficaces. Dans cette même logique, dans cette même inspiration de vraiment mettre les enjeux de diversité, de parité, de mixité au cœur de notre gestion des ressources humaines, nous avons rejoint l'initiative du baromètre inclusion et diversité qui a été lancée maintenant il y a une petite dizaine de jours avec Elisabeth Borne, Elisabeth Moreno et moi-même, pour que si des entreprises aujourd'hui veulent mesurer leur diversité réelle, peut-être les biais, peut-être le ressenti de leurs salariés, eh bien les agents publics ne soient pas tenus à l'écart de cette initiative. Et donc les ministères de la Santé, les ministères du Travail sont partie prenante de cet effort nouveau. Et puis dernier élément, c'est le recrutement. Je vous ai parlé de la préparation au concours, je vous ai parlé de ce qu'on faisait dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique. Le troisième élément d'action, c'est le recrutement de tous nos agents publics. Et là, on a mis en place un partenariat notamment avec Mosaïque RH, mais aussi avec Pôle emploi, aussi avec l'APEC. Nous avons développé une plateforme, diversifier vos talents, qui permet de faire des speed dating, de faire ce qui se passe ici, en bas depuis ce matin, avec évidemment des employeurs publics, pour que nous ouvrions nos recrutements, en particulier aussi de contractuels, qui ne demandent pas alors de passer de concours, à des hommes, à des femmes de tout notre pays, et leur dire que, à nouveau, servir son pays, servir l'intérêt général n'est le monopole de personne, et qu'on doit, en tant qu'employeur public, être particulièrement exemplaire. Voilà donc les mesures que nous prenons. Je ne vous ai jamais parlé ici de promesses. Je ne vous ai pas parlé de plans, de stratégie. Je vous ai parlé de ce que nous faisons aujourd'hui. Et mon dernier message, c'est vraiment de dire, sur ces sujets, au fond, d'inclusion, de ce qui fait démocratie, de ce qui fait nation, nous avons pendant des années, je crois, entendu beaucoup d'engagement pour la suite. Et nous, je vous ai parlé de ce que nous faisons. Alors bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus. Bien sûr, on pourrait s'engager. Voilà. On a choisi avec le président de la République de se dire que d'abord, sur les 3 éléments dont je viens vous parler, nous allions essayer pour une fois de faire ce qu'on a dit, de dire ce qu'on fait, de rendre compte et de partir sur une ambition qui est objectivement élevée, mais qui est réaliste, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, ça existe, ça se passe, c'est concret, et je crois que c'est essentiel à la confiance entre les citoyens et leur administration, et dans l'action publique qui les sert au quotidien, quel qu'il soit ou qu'il réside. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ces initiatives qui sont un pas de plus vers davantage d'inclusion économique. Un petit passage vers le pacte de l'inclusion économique qu'on va vous demander de signer, comme tous nos invités, tous nos intervenants. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la prochaine plénière.